Bonjour, bonsoir à toutes et toutes et bienvenue dans ce 48e épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blancs. Jeux Blancs, média tennis que vous pouvez retrouver sur son site web ainsi que sur ses réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram. Et puis bien sûr, ce podcast est disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, Sinner et Alcaraz viennent de finir leur finale de Rome qui a sacré Carlos Alcaraz. Hier, Jasmine Paolini a sauvé le contingent italien en remportant le simple dame et puis elle a aussi remporté le double dame cet après-midi. Alors on enregistre ce dimanche. Donc voilà, on va débriefer un peu les deux finales du simple évidemment. Pour ce faire, je ne serai pas seul, bien sûr, je serai avec Thomas. Comment tu vas, Thomas? Bonjour à tous, je vais très bien Auguste, surtout suite à la finale que nous venons à peine de quitter entre Alcaraz et Sinner. Donc ce sera l'occasion pour nous de débrief tout ça et un petit peu de se mettre en haleine pour bien sûr l'échéance principale qui arrive d'ici peu, Roland-Garros. Bien sûr, parce que bah, ce lundi, il y a les qualifications qui commencent, en même temps que l'ATP 500 d'Hambourg chez les hommes. ATP 500 qui a été dévasté par les forfaits en même temps à une semaine de Roland, c'est assez normal. Mais bon, on va pas s'attarder plus que ça dessus. On va d'abord revenir sur la finale dames de ce WTA 1000 de Rome qui a sacré du coup Jasmine Paolini. Euh, Première italienne depuis 1985 et Raffaella Reggi, première à remporter ce titre-là à Rome après une semaine assez solide. Donc, dans les gros noms qui a battu, on retrouve Dujaber, Ostapenko, Schneider, qui mené 7-6 et 4-0 dans son quart de finale. Et Peyton Stearns en demi, la belle surprise de ce tournoi-là, elle a été aussi très mal menée dans le premier set. Et puis en finale, Coco Gauff, contre qui elle a gagné 6-4, 6-2. On va principalement se concentrer sur cette finale. Une finale, alors, peut-être pas à sens unique, ce serait peut-être très sévère de dire ça, mais en tout cas où Paolini a globalement dominé. Thomas, je te lance dessus. Comment tu as trouvé Paolini sur la finale et qu'est-ce que tu as retenu principalement de ça? Alors je voudrais parler de deux choses, deux points clés qui me semblent importants pour débriefer cette finale, c'est la rayonnance de Paolini et de l'autre côté comment dire, la déception Goff, vraiment, c'est deux points un peu différents parce que d'un côté, on a une joueuse très créative qui fait quand même qu'1,58 m. Mm. C'est important à souligner. Dans le tennis moderne, maintenant, des joueuses moins d'1,60 m, c'est devenu quand même inexistant. C'est comme si, je sais pas, un Diego Schwartzmann remportait un Masters 1000, le Masters 1000 Ouais. de Rome. Ce serait un peu ça, quoi. Bien Là, sûr. on voit les joueuses types, c'est du 1,75 m, 1,80 m. Et là, on est Zabalenka, dans. Swiatek, Voilà. Là, c'est même Rybakina, au-dessus. Je c'est que crois que des grandes, elle fait hein. un 82. Elle fait un 82, Rybakina un 84. C'est devenu des Golgoth, les joueuses Bien de sûr, hein. tennis Et puis féminines. même Goff, elle est pas géante, Non, elle fait un mais ça 75, je va. crois. Donc, elle reste quand même très, très grande. Il y a quand même 15, plus de 15 centimètres d'écart. Et pourtant, bah, finalement, celle qui sait mieux jouer au tennis, le mieux jouer au tennis, je pense, jouer sur la surface naturelle, ça reste Paolini. Elle a un toucher de balle très différent, elle sait elle sait faire des variations. Voilà, elle sait à peu près tout faire, entre guillemets, sur terre battue. Tandis que de l'autre côté, bah, on a une joueuse qui est là, qui pour moi est très décevante, mais en même temps, ça devient un petit peu évident, qui joue de façon mécanique, qui joue comme si elle jouait sur dur, qui sait pas vraiment s'adapter sur des surfaces plus naturelles, qui prend absolument pas en compte justement ce changement de surface, et qui au final bah, passe complètement à côté de son match, se fait, bon, pas dominer non plus, mais vraiment, on la voit pas vraiment inquiéter Paolini. Et bah, ça montre juste un constat sur le tennis féminin, c'est que bah, on a d'un côté des joueuses très créatives, hein, je peux penser à Paolini, je peux penser à Jabber à un autre moment, voilà, toutes ces joueuses-là. Et de l'autre côté, bah, on a les bourrines hein, qui sont exceptionnelles sur dur, si on faisait un tennis, un circuit exclusivement sur dur, comme disait Panata, il a d'ailleurs vivement critiqué Goff suite à cette finale, bah, en fait, voilà, on ferait deux circuits différents, tellement c'est plus du tout la même façon de jouer au tennis, parfois, sur certains aspects. Donc voilà, cette finale. À noter aussi que Paolini, en remportant ce tournoi, elle le remporte à la fois en simple et en double. Et finalement, bah, c'est quand même une perf assez incroyable parce que c'est la première fois depuis Monica Seles quand même, en Ouais. 1990, voilà, qui réalise donc ce doublé entre guillemets en simple et en double. Et tout simplement, c'est la consécration du tennis italien. Ça aurait pu d'ailleurs être aussi cette semaine chez les hommes. Mais voilà, on va débriefer juste après.
Voilà, c'est cette déception, mais voilà, victoire quand même très fondatrice pour Paolini qui confirme en fait son statut parmi les meilleurs joueurs du monde et notamment sur terre battue. Ouais, bien sûr. Alors, la stat sur Céleste, c'est en WTA 1000 ou dans la même catégorie de ce tournoi, parce qu'à l'époque de Céleste, ça s'appelait pas comme ça, mais pour cette catégorie de tournoi, parce que sinon, plus récemment, on a Krejcikova en 2021 qui remporte Roland en simple et en double, mais c'est en grand chelem. Mais sinon, pour revenir sur la finale, oui, je suis d'accord. Moi, ce qui m'a surtout plus chez Paulini, mais c'est dans son caractère, hein, c'est cette hargne, c'est cette rage de vaincre, c'est le fait d'aller toujours au combat, parce que tu l'as dit, elle est plus petite, donc elle doit faire plus d'efforts physiques que les autres, et elle en voulait vraiment, soutenue par le public, par son public. Elle a vraiment bien réussi comment dire, à dominer Goff, à annuler son jeu, et surtout, à certains moments, en la surpassant en puissance pure, mais juste en plaçant, en construisant mieux son point avant, en plaçant mieux ses balles, et à réussir à mieux s'ouvrir le court derrière. Et j'ai trouvé vraiment que c'était un gros match de Paul Nice, que même si Goff, elle joue mieux sur dur que sur terre, c'est quand même une cliente sur terre. Enfin, elle a fait finale à Roland, elle sortait d'une finale à Madrid, c'est pas rien. Puis elle est top 5 depuis très longtemps, même bien qu'elle reste très jeune. Euh, mais donc c'était quand même une cliente en face. Et mettre 6-4, 6-2, c'est pas un résultat très anodin. Elle est vraiment partie chercher ce score, chercher cette finale. Et pour un très bon moment avec le public qui sera, enfin, où Rome repart au moins avec un champion local. Donc très forte impression de Paolini qui là du coup enfin revient à la quatrième place mondiale et sera dans le top 4 en tête de série pour Roland Garros, parce que du coup ça fait deux Swiatek numéro 5, donc potentiellement on peut avoir un Sabalenka Swiatek en quart de finale à Roland Garros, hein, enfin selon quel tirage on a, mais ça rebat un peu les cartes pour les tournois à venir et notamment pour Roland Garros. De son côté, avec la défaite au premier tour d'Iga Swiatek, Gauff du coup repasse numéro 2 mondial. Alors, bien sûr, sur l'équilibre des forces, c'est- peut-être que Gauff n'est pas vraiment la deuxième meilleure joueuse sur terre battue actuellement, mais pour Roland et les têtes de ces séries, ça compte. Et bon, Sabalenka, malgré qu'elle ait perdu, enfin que c'est pas le bout, elle reste numéro 1 avec une large avance, avec 3500 points. Donc elle reste quand même tranquille sur son trône. C'est entre, on va dire, la 2 et la 5 où ça se bataille un peu. Voilà un peu pour cette finale féminine. On passe côté homme, où de notre côté, on ressort tout juste de la finale entre Alcaraz et Sinner. Donc victoire d'Alcaraz, 7-6-6-1, après un premier set très serré qui a duré un peu plus d'une heure une, il me semble, qui allait jusqu'au tie-break, et un deuxième set où Alcaraz a vraiment détruit Sinner, il lui a tout fait. Et Alcaraz aussi qui sauve deux balles de 7 dans la première manche à 6-5 sur son service, quand même, tout de même. Donc une quatrième victoire de suite pour Alcaraz sur Sinner. Alcaraz qui met fin à deux séries pour Sinner, série de victoires qui était à 23 sur le circuit ATP, 26 si on rajoute la Coupe Davis. Parce que Alcaraz était le dernier joueur à avoir battu Sinner à Pékin l'année dernière. Et Sinner qui est aussi sur 24 sets de suite contre le top 10, série également arrêtée par Alcaraz. Thomas, vas-y, je vais te laisser parler et juste nous donner ton ressenti sur la finale, sur cette victoire de Alcaraz. Et du coup, si pour toi, Alcaraz est le seul favori et prétendant au titre pour Roland. Ouais, c'est clair. Je- J'ai rien de plus à dire là-dessus. Alcaraz est le grand favori de Roland Garros maintenant. Voilà, ça s'est révélé aux yeux du monde, entre guillemets, même si on pouvait encore en douter. C'était déjà quand même ma première impression avant le déroulé du match. C'est très simple, c'est le meilleur joueur sur surface naturelle au monde, Alcaraz. Sur terre battue comme sur gazon. Je pense même qu'il est encore meilleur sur gazon, très honnêtement, vu ses résultats à Wimbledon. Mais à Roland Garros, même si on n'atteint pas le niveau de Rafael Nadal, ça reste quand même bah, le joueur à battre de cette année, hein. Il a remporté donc deux Masters 1000 sur les trois sur terre battue. Il a pas participé à Madrid, mais donc à Monte-Carlo et à Rome.
Il les a gagnés, il les avait jamais gagnés, il les remporte tous les deux cette année. Donc Ouais. bon, il y avait peut-être pas Sinner à Monte-Carlo, donc Djokovic est plus trop là en ce moment, d'accord. Mais bon, là à Rome, il a mis tout le monde d'accord. Il a déployé un niveau de jeu à Rome, non, une constance là, surtout sur ce match, hein, c'était assez impressionnant, qu'il n'avait pas développé dans les matchs précédents. Beaucoup d'inquiétudes autour d'Alcaraz jusqu'à Rome, hein, finalement, même après Monte-Carlo, il n'avait pas été totalement rassurant. C'était très fluctuant, il n'arrivait pas à garder une concentration, un moment, il n'arrivait pas à gagner même, à garder même les momentum. Il pouvait se faire des breaks très facilement. Là, jusqu'au tie-break, il a été quand même très clinique. Et après le tie-break, il a été impérial. Voyons, il y a rien à dire. Pour être dans le niveau micro, jusqu'au tie-break, c'était quand même Sinner qui avait un peu le momentum, entre guillemets. Les deux premières balles de set ont été pour Sinner, à 6-5. Mais finalement, Alcaraz les sauve de manière remarquable. Et dans le tie-break, il déroule. Sinner, voilà, il y a eu un peu de malchance à un moment, la balle qui rebondit sur le filet. Mais bon, à part sa vilaine double faute, pour le reste, il a fait balader Sinner. Et alors après, dans le second set, c'était tout simplement cataclysmique, hein. C'était Alcaraz qui fait tout. Il fait des amortis, il fait des défenses en extension, il fait des lobes, il fait des coups gagnants. Sinner ne sait absolument plus quoi faire sur le court. Et ça montre toute l'étendue d'un joueur sur surface naturelle et l'autre, un autre joueur plus en cadence, moins justement dans l'expression, dans l'expressivité, de la sensibilité de la balle, même si Sinner a quand même un très bon toucher. Il a encore des progrès à faire là-dessus. Et voilà, le sens du jeu, l'instinct, ça reste pour Carlos Alcaraz avant tout. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et surtout, moi, ce qui m'a surpris, enfin surpris, ce qui m'a le plus choqué plutôt, c'est la libération qu'a eu Alcaraz après avoir gagné le premier set, parce que c'est Oui, un très long set et après on le sentait très très libre et son jeu très créatif lui a souri complètement quoi. Et la baladée Sinner, il y a un point où vraiment Alcaraz fait tous les coups du tennis dans le même point. oui, Il fait vraiment coup droit croisé, revers croisé, les deux mêmes coups en ligne. Il finit avec une amortie. Bah, c'était une panoplie totale et super belle à voir. Très agréable pour les yeux. Et oui, et comme tu l'as dit, le plus choquant, je pense, c'est la concentration qu'a eu Alcaraz vraiment du premier au dernier point. Où d'habitude, là, si on reprend sur sa semaine, on va prendre le match, entre guillemets, le plus dur contre Kachanov en huitième, où c'est le seul où il est allé en 3-7. Euh, on le voyait, où c'était un peu des pics de concentration. Et il peut les laisser quelques points, quelques jeux même, parfois même un set entier à son adversaire. Là, contre Sinner, il savait très bien que s'il avait un saut de concentration, c'était fini pour lui. Et vraiment, c'était peut-être le match le plus focus d'Alcaraz en entier qu'on a vu depuis très, très, très longtemps. ah, oui, Réellement. oui, sûr. Et c'était assez choquant. Donc bien joué à lui. Maintenant, s'il pouvait faire ça même contre Monsieur Tout le Monde, enfin contre Djere ou Watanuki ou d'autres joueurs un peu plus en dessous de lui, ça serait encore mieux et il gagnerait plus vite et il se fatiguerait moins dans le premier tour pour dans la dernière phase finale du tournoi arriver un peu plus frais physiquement. Mais oui, grosse finale de Carlos Alcaraz. Gros tournoi aussi en général parce que alors première semaine relativement simple en tout cas sur le papier mais il bat comme Draper, Musetti en quart et en demi qui sont deux joueurs très en forme actuellement et pas simple à manœuvrer contre qui il peut avoir du mal de temps en temps par séquence. Draper l'a même déjà battu cette saison et l'année dernière. Et Sinner à ça, qui revenait de 3 mois de non-compétition, mais qui fait quand même une finale très très solide, et un tournoi en général très impressionnant, parce qu'il met quand même 0-1 Rude, qui sortait d'une victoire à Madrid, et qui quand même, on va dire, top 5 sur Terre, Oui, sur oui, le oui. circuit, enfin, il met 0-1 en 1h04, donc c'est pas rien non plus. Ah, Ouais. donc bon, je pense que côté Sinner, ça reste une douzaine très positive. Même s'il va pas au bout, pour Alcaraz, ça l'est encore plus, parce que maintenant, à 22 ans, il a remporté les 3 Masters 1000, saut abattu, dont deux cette saison. Donc ouais, troisième titre de la saison pour Alcaraz. On est aussi à son 19e titre en carrière, septième Master 1000. À 22 ans, on rappelle, hein, si on rajoute à ça, c'est 4 grands chelems.
À 22 ans, il a déjà un palmarès bien rempli. Et puis, il y a un cinquième gros grand chelem à aller prendre d'ici, du coup, 3 semaines pour la finale. En Mm. tout cas, à Roland-Garros, il sera le grand favori, avec en dessous, bien sûr, des outsiders, hein, Sinner, Djokovic, si on est fou, Zverev aussi. Mais en tout cas, ce sera le grand nom à surveiller d'ici Roland. Euh, Thomas, si tu as quelque chose à ajouter, que ce soit Alcaraz, Sinner, sur le tournoi de Rome, en général, homme-femme, vas-y, c'est le moment. Bah, en général, oui, je veux terminer ce podcast en disant que le tournoi de Rome était certainement l'un des plus intéressants à suivre, là Hmm, que j'ai vécu depuis quelques années. Vraiment, ça fait du bien de retrouver une sorte de renouvellement. Et surtout, même si on a eu des Masters 1000 différents, des vainqueurs Masters 1000 différents depuis le début de la saison, là, ce renouvellement passe aussi par des têtes de gondole, entre guillemets, de cette nouvelle génération. Donc, avant, Rome était quand même considéré comme une répétition de Roland-Garros, hein. On avait souvent hmm, des Federer-Nadal, des Nadal-Djokovic. Et hmm, là, le fait d'avoir un Sinner-Alcaraz, bah, ça fait extrêmement plaisir. Ça vraiment, ça nous permet de comprendre les forces en présence avant Roland-Garros. Ça nous montre que la nouvelle génération, bah, n'a rien à envier à l'ancienne du Big Three, etc. On voit le match entre Sinner et Alcaraz, bah, il suffit de voir le niveau que peuvent déployer ces deux joueurs pour être confortés dans l'intérêt du tennis. Et ça donne juste envie que ces deux-là se retrouvent en finale finalement. Donc, tout ça pour dire que, voilà, je pense que la passation de pouvoir est officiellement terminée. Depuis 2024 déjà, on avait senti, mais là, ouais, 2025 le clôture définitivement. À voir ce que peut donner, bien sûr, le Djokovic à Roland, j'y crois absolument pas. Je ouais. pense que sa dernière chance va vers Wimbledon, mais voilà, on sait jamais. Et Ouais. un vrai plaisir d'avoir suivi le tournoi. Ouais, bah, je te rejoins un peu dans ton constat, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. J'aimerais juste souligner quelques petits joueurs, notamment Tommy Paul, que on n'attendait pas forcément en Ouais. demi-finale. Il a bien, enfin, il avait déjà fait une demi à Rome l'année dernière et il confirme en défendant ses points, même s'il perd contre Sinner en demi, mais c'est un peu une petite surprise plaisante à voir. Une petite pensée aussi pour Corentin Moutet qui a sorti une grosse perf contre Rune en première semaine. C'était un excellent match. De quoi bien se mettre en jambe avant Roland, parce qu'on rappelle qu'à Roland, il a quand même un huitième de finale à aller défendre qui va être un tournant dans sa saison. Donc c'est très bien qu'il a pu se mettre en confiance avec son premier top 10 en carrière. Et puis, sinon quand même, dans ces joueurs comme ça, j'ai bien aimé que Hurkacz puisse aller jusqu'en quart en battant Menchik dans un gros match marathon. Très cool pour lui, parce que lui, il galère aussi actuellement depuis sa blessure à revenir à un bon niveau. Et ça m'a fait plaisir de le voir gagner un combat comme ça, très fort, contre un des jeunes les plus en forme actuellement, qui est tombé top 20. Donc vraiment fort fort. Euh, donc voilà, un peu pour mes tops du tournoi. Et j'ai les filles, bon, c'est juste, enfin, je trouve juste ça dommage que c'était qui ait perdu dès le deuxième tour contre Collins, mais bon, c'est comme ça, on la sentait un peu fébrile et Collins a vraiment le jeu parfait pour la battre, quoi, très agressive, avec des balles très longues, donc bon, c'était pas si étonnant, sachant que cette attaque est dans un creux actuellement. Mais bon, ça fait toujours tâche, ou que c'est pas très agréable de voir une joueuse en moins si fort sur sa battue, en manque de repères comme ça, juste avant Roland. Voilà, un peu pour le paysage global de ce tournoi de Rome qui se clôture. Donc voilà, maintenant, prochaine étape, Hambourg chez les garçons et entre autres Strasbourg en 500 chez les femmes. Et puis on se retrouve à Roland-Garros d'ici une semaine pour le deuxième grand chelem de la saison. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée à tous et toutes et prenez soin de vous. Et puis on se retrouve dans moins d'une semaine pour les pronos de Roland-Garros pour la grosse vidéo de l'année où on va décortiquer pendant au moins une heure et quart, je pense, les deux tableaux de Roland-Garros. Ça risque d'être une émission très sympa. Voilà. Bonne soirée à tous et toutes et puis à la semaine prochaine tout le monde. Salut. Salut, salut.